À une ère où les avancées technologiques ne cessent de s'accélérer, le corps humain semble être la dernière chose restée semblable à ce qu'il était à la jeunesse de l'humanité. Mais dans un monde où la réalité se rapproche doucement de la science-fiction, cela pourrait bien changer radicalement dans un futur plus proche que ce l'on pourrait anticiper. Et ce grâce à un mouvement dont le nom sonne aussi futuriste que révolutionnaire, le transhumanisme. Si la promesse première reste humblement d'améliorer la santé à ceux à qui elle fait défaut, rendre la vue aux aveugles ou leurs membres à ceux qui en ont perdu, nul doute que de telles augmentations corporelles s'imposeront tôt ou tard dans le quotidien de tous. Sommes-nous donc à l'aube d'une nouvelle ère de l'humanité, ou bien tout cela restera-t-il un fantasme? Cet avenir est-il même souhaitable? Et qu'en est-il des nombreuses problématiques d'une complexité à la hauteur des avancées promises que tout cela engendre? Mais commençons par le commencement. C'est quoi le transhumanisme? D'après le site judicieusement nommé whatistranshumanism.org, le transhumanisme est avant tout un mouvement de pensée voulant que la science et les nouvelles technologies puissent servir à augmenter et réparer les capacités physiques et cognitives des êtres humains. Ce mouvement est né à la fin du siècle dernier. Il se fonde sur l'idée que nous pouvons, voire devons, transcender les limites de notre condition biologique. Mais demandons plutôt à des gens qui s'y connaissent mieux que nous. Allez, je ouvre le bal. Pour cela, nous avons échangé avec 3 membres de l'Association française transhumaniste. Donc, moi j'ai un background en histoire, j'ai des études doctorales. Aujourd'hui, c'est ma première activité, ma principale activité, donc que d'assurer la présidence de l'Association française transhumaniste Technopop. Moi c'est Frédéric Balmont, je suis trésorier et porte-parole de l'Association française transhumaniste. J'ai fait des études de psychologie et de philosophie. Voilà, ce qui m'a amené vers le transhumanisme, c'est la poursuite, mon cheminement philosophique, je dirais. Et voilà, je suis à l'AFT depuis pas loin de 5 ans maintenant. Eh ben moi je m'appelle Shahinman, je suis créateur de contenu sur YouTube et en podcast, le Futurologue et le Futurologue Podcast. Je fais des vidéos et des podcasts du coup sur l'intelligence artificielle. Et je m'intéresse au transhumanisme depuis un petit moment et je suis également du coup membre de l'équipe dirigeante de l'Association française transhumaniste. Il s'agit d'essayer d'améliorer sa condition biologique par la technique. Et moi, ce qui me semble tout à fait important dans le processus, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est pas seulement de la théorie, on commence vraiment à avoir des techniques, des technologies, des outils tout à fait invasifs qui peuvent fortement, rapidement donc modifier cette condition biologique de l'humain et donc on peut l'assumer, on peut le faire en conscience. Et ça, c'est quelque chose sans doute d'assez nouveau. Et j'ajouterais que les 3 principaux objectifs du transhumanisme, c'est d'une part de limiter ou d'enlever carrément le vieillissement, d'autre part d'améliorer des facultés cognitives ou de faire en sorte que l'on soit plus empathique ou ce genre de choses, et d'autre part des améliorations corporelles, mais en sachant que les améliorations corporelles sont généralement plus présentes dans les films de science-fiction, ce genre de choses, mais moins importantes peut-être que les 2 autres dans le milieu transhumaniste, je dirais. Moi, en général, je mets l'accent sur le fait que le but aussi immédiat, en tout cas du transhumanisme, c'est d'arracher l'homme aux aspects les plus désagréables de sa condition, hein. Donc notamment tout ce qui est vieillissement, maladie, et éventuellement mortalité. Et souvent je distingue 2 aspects dans le transhumanisme, un aspect un peu philosophique et culturel qui correspond à un projet de civilisation, et l'aspect vraiment, on va dire, technoscientifique, où là il y a de fait, il y a des progrès technoscientifiques qui améliorent notre condition biologique. Vous l'aurez compris, le transhumanisme est un concept vaste, mêlant plusieurs domaines allant de la science à la philosophie. Les personnes adhérentes à ce mouvement, aussi appelées transhumanistes, voient dans les progrès de domaines comme la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle ou encore les nanotechnologies, des outils pour améliorer l'espèce humaine. Selon eux, ces technologies pourraient un jour nous permettre de surpasser nos limitations actuelles de durée de vie, d'intelligence, de santé et de capacité physique. Mais le transhumanisme ne se limite pas à des visions d'un futur utopique. Il pose des questions sur ce que signifie être humain, sur l'éthique des modifications corporelles et les implications de ces technologies dans notre société. Maintenant que les bases sont posées, penchons-nous sur l'une des implémentations technologiques du transhumanisme, les ICM, pour interface cerveau-machine. Une ICM désigne un système permettant d'interagir avec un ordinateur directement grâce à l'activité cérébrale d'une personne.
D'après l'article sur Hans Berger dans Neuroelectrics, les bases des ICM ont été posées dans les années 20, lorsque ce dernier découvre l'activité électrique du cerveau en modifiant un galvanomètre généralement utilisé pour mesurer les enregistrements d'électrocardiogrammes et finit par inventer l'électroencéphalogramme, un appareil permettant de mesurer l'activité cérébrale. Selon ces articles scientifiques, les premières recherches formelles sur les ICM commencent dans les années 70 avec Jacques Vidal à l'Université de Californie à Los Angeles. C'est en 1973 que Vidal introduit le terme interface cerveau-machine et réalise la première démonstration d'une ICM en utilisant des potentiels évoqués visuels ou PEV pour contrôler un objet graphique sur un écran. C'est dans les années 90 que les premières neuroprothèses ont été implantées sur des humains. Ces dispositifs plutôt invasifs ont permis aux patients de contrôler des prothèses via des signaux captés directement depuis leur cerveau. C'est aussi à cette période qu'a été vue l'émergence d'électroencéphalogrammes moins invasifs. Aujourd'hui, les puces neurologiques modernes telles que celles de Neuralink ou Synchron représentent une avancée significative dans les domaines des ICM, bien que toujours très invasifs, requérant une opération chirurgicale. Pour rentrer plus en détail dans leur fonctionnement, les ICM sont composés de différents éléments technologiques clés. Des électrodes, souvent fabriquées avec des matériaux comme le silicone ou le platine, qui captent les fluctuations de tension résultant des signaux produits par les neurones. Puis des microcapteurs, des capteurs miniaturisés qui détectent et mesurent les informations physiques et chimiques neuronaux. Et enfin, un microprocesseur chargé de traduire ces signaux en données numériques qui pourront être utilisées par les ordinateurs. Les puces neurologiques sont implémentées directement dans le cerveau, dans les cortex moteurs et somatosensoriels, pour la plupart des puces comme celle de Neuralink, ou dans les vaisseaux sanguins proches de ces cortex chez Synchron. Ils détectent l'activité neuronale, essentiellement les signaux électriques que nos neurones utilisent. Ces signaux sont ensuite convertis en données numériques, que les ordinateurs peuvent capter, comprendre et utiliser. La puce comprend des électrodes ultra fines, qui captent ces signaux électriques avec précision. Grâce à des avancées en nanotechnologie et en microfabrication, ces électrodes sont suffisamment petites et flexibles pour interagir avec le cerveau sans causer de dommages significatifs au tissu. L'implémentation de ces puces est réalisée grâce à des techniques chirurgicales de pointe. L'utilisation de robots chirurgicaux permet une précision millimétrique, minimisant ainsi l'impact sur le cerveau et réduisant les risques d'infection. Une étude récente, publiée dans le journal Nature Biomedical Engineering, a démontré qu'un implant cérébral contrôlé par ordinateur peut détecter en temps réel des déficits cognitifs et répondre par une stimulation électrique ciblée pour restaurer une activité neuronale normale. Ce système en boucle fermée, semblable au pacemaker cardiaque, a montré des améliorations significatives dans les performances de contrôle cognitif chez les participants, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies pour les troubles neuropsychiatriques. Et selon les sources regroupées par Neuroscience News, d'autres recherches se concentrent sur l'utilisation de ces technologies pour la neuroplasticité et la réhabilitation cognitive. Par exemple, des implants cérébraux peuvent aider à restaurer des fonctions cognitives perdues à la suite de lésions cérébrales ou de maladies neurodégénératives en stimulant les réseaux neuronaux impliqués dans la récupération et la réorganisation cérébrale. Avec l'apparition de toutes ces nouvelles technologies, le transhumanisme permet d'améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs. Néanmoins, il pose aussi de nombreuses questions éthiques sur son accessibilité, sur la question des cobayes, sur ses risques pour la santé, sur la vie privée et la sécurité, et sur les avantages offerts au quotidien, notamment dans les domaines professionnels. L'un des principaux enjeux éthiques concerne l'accessibilité des technologies de puces neurologiques. Ces technologies, souvent coûteuses, risquent de créer une fracture numérique entre ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui ne le peuvent pas, exacerbant ainsi les inégalités sociales et économiques. L'accès inégal à ces technologies pourrait mener à une société divisée, où seuls les riches bénéficient des améliorations cognitives et physiques, offertes par les implants neuronaux. Les normes éthiques doivent guider la recherche et le développement, en s'assurant que les expériences soient menées dans les meilleures conditions que possible. Ce n'est pas le cas de l'entreprise Neuralink, visiblement, qui, entre 2018 et 2022, ont tué environ 1500 animaux dans des conditions atroces. Ces animaux sont morts en souffrant, dû à une négligence du travail de la part des employés. Ces derniers dénoncent une véritable boucherie. Ils expliquent que cela est dû à leurs conditions de travail, avec un stress intense et des deadlines impossibles à tenir. La question des cobayes humains est également cruciale. La recherche sur les implants cérébraux nécessite des essais cliniques, souvent réalisés sur des patients atteints de maladies neurologiques graves. Bien que ces essais puissent offrir des avantages potentiels significatifs, ils posent des problèmes éthiques concernant le consentement éclairé et l'exposition possible des participants vulnérables. Il est essentiel de garantir que les participants comprennent pleinement les risques et les bénéfices potentiels et qu'ils ne soient pas exploités pour des avancées technologiques. Les risques pour la santé associés aux implants neuronaux ne peuvent être ignorés. Les procédures d'implantation invasive comportent des risques chirurgicaux, y compris des infections, des hémorragies et des réactions indésirables à long terme. De plus, il existe des préoccupations quant à la biocompatibilité des matériaux utilisés et à la possibilité de dommages neurologiques permanents. Les implications à long terme de l'utilisation continue de ces dispositifs restent largement inconnues, nécessitant une surveillance et une recherche continue.
La vie privée et la sécurité des données neuronales sont des préoccupations majeures. Les implants cérébraux collectent des données extrêmement sensibles sur l'activité cérébrale des utilisateurs, posant des risques potentiels de piratage ou de mauvaise utilisation des informations. La protection de ces données est essentielle pour garantir que les informations personnelles et neurologiques des utilisateurs ne soient pas exploitées à des fins malveillantes ou commerciales. De plus, l'utilisation de ces technologies dans un cadre professionnel soulève des questions sur l'équité et la pression potentielle sur les employés pour adopter ces technologies afin de rester compétitifs. Malgré les risques, les avantages offerts par les puces neurologiques dans les domaines quotidiens et professionnels sont considérables. En effet, s'il est indéniable que ces problématiques sont importantes, aucune d'entre elles n'est exclusive aux ICM ou au transhumanisme, et se retrouve dans beaucoup d'innovations. Bien qu'il soit important de garder ces enjeux en tête, ils ne sont en rien insurmontables, et ne doivent pas faire oublier tous les aspects positifs de ces technologies. Moi, je trouve personnellement que c'est un peu une question justement qui est pas fondamentalement nouvelle en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un venait avec un médicament contre toute forme de cancer qui permettrait de guérir absolument toute forme de cancer, personne n'irait dire il ne faut pas se développer ce médicament parce qu'il risque d'être cher et qu'il risque d'y avoir des inégalités. Ben non, on dirait on va développer ce médicament et on va faire en sorte, on va mettre les institutions politiques, les gouvernances nécessaires au fait que le plus de monde puisse avoir accès à ce médicament. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec les avancées transhumanistes. Si on considère que ces avancées sont une bonne chose, alors il faut se poser la question de comment les rendre accessibles, comment les démocratiser, et pas justifier le fait de ne pas les développer parce que ça risque de créer des inégalités. Malgré les immenses problématiques qu'engendre cette nouvelle technologie, qu'en est-il des domaines impactés et de la régulation par les institutions ? Pour le moment, il y a très peu de considération de la part des gouvernements et des institutions internationales, car la technologie est encore nouvelle et pas assez démocratisée. Toutefois, beaucoup s'interrogent déjà sur son utilisation et son impact. Selon l'article What is the Societal Impact of Nanotechnology de A. Mouradia, la nanotechnologie aura des impacts sociétaux significatifs, notamment dans les applications militaires, les questions de propriété intellectuelle et sur le travail et l'équilibre entre les citoyens et le gouvernement. Une proportion importante de la recherche en nanotechnologie est financée par l'armée, se concentrant ainsi sur les applications militaires. Cette orientation pourrait indirectement accroître les risques d'attaques terroristes à l'avenir. Si les forces militaires deviennent plus difficiles à attaquer grâce aux nanotechnologies, les belligérants pourraient adopter de nouvelles stratégies, notamment le sabotage et les attaques contre des cibles civiles. Le développement des applications militaires des nanotechnologies pourrait donc indirectement augmenter le nombre d'attaques terroristes à l'avenir. Dans un autre registre, les questions de propriété intellectuelle et les demandes de brevets en nanotechnologie, y compris l'établissement d'unicité et d'évidence, jouent un rôle crucial. Des entreprises telles qu'IBM détiennent des brevets clés qui peuvent façonner l'avenir de la nanotechnologie. En termes de travail, l'impact de la nanotechnologie réside dans son utilisation de facteurs de production spécifiques, avec des implications potentielles pour les dynamiques du marché du travail et les inégalités sociales. En 2024, Neuralink a annoncé le début de l'expérimentation de ces micro-ordinateurs dans les cerveaux humains, marquant ainsi une avancée concrète pour ce type d'interface cerveau-machine. Ces essais humains visent à évaluer la sécurité et l'efficacité de ces implants pour aider les personnes paralysées à contrôler des appareils externes par la pensée. Neuralink prévoit une augmentation exponentielle du nombre d'implants, avec des coûts estimés à $10 500 par chirurgie. Malgré les progrès de l'entreprise américaine, selon la vidéo de 2024 Neuralink Update is Here de la chaîne YouTube The Tesla Space, des problèmes persistent, notamment des préoccupations réglementaires et des enquêtes sur le traitement des sujets animaux. En effet, depuis 2018, Neuralink a sacrifié plus de 1500 animaux, selon un article de Les Échos. D'autres entreprises comme BlackRock Neurotech et Synchron travaillent également sur des interfaces cerveau-machine, mais avec des approches différentes. Il est important de noter que si Elon Musk semble déterminé à percer le crâne de ses patients, cela n'est en rien requis pour créer de tels ICM. I'm going to stop talking about it and we're going to show you. Christian, welcome. How you feeling, Christian? Feeling good? Yes. All right. Rock and roll. Let's take this up for a joyride. Whenever you're ready. I'm ready. All right, take her up.
Ce que vous êtes en train de voir, c'est Christian Bayerlin en train de faire voler un drone avec sa simple volonté. Et pour cela, pas d'opération, seulement un casque bourré de capteurs. Tout cela est possible grâce aux prouesses de la société OpenBCI, une société qui commercialise pour quelques centaines à quelques milliers d'euros le matériel pour construire son propre ICM. Avec des vidéos explicatives sur YouTube, le tout open source et même compatible avec les cartes Arduino. Ces systèmes ont notamment été utilisés lors d'une expérience pour contrôler un bras robot, et ce il y a 5 ans. De telles prouesses avec un système aussi ouvert remettent en question les projets comme celui de Neuralink. All the code related to that virtual joystick, we're going to open source so that you can implement it and improve upon it. Open source, technology access and literacy is one way that we can combat the potential ethical challenges we face in introducing neural technology to society. But that's not enough. We have to do much, much more than that. It's very important, imperative, that we set up guardrails and design the future that we want to live in. La régulation des technologies biomédicales, y compris les nanotechnologies et les interfaces cerveau-machine, est essentielle pour garantir leur utilisation éthique et sécurisée. Les cadres législatifs existants varient considérablement d'un pays à l'autre. Dans le domaine des nanotechnologies, la régulation se concentre sur la sécurité des matériaux et des procédés de fabrication. Les agences comme la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe jouent un rôle clé dans l'évaluation des risques et la mise en place de normes de sécurité. Pour les implants neuronaux et les interfaces cerveau-machine, les régulateurs doivent considérer non seulement la sécurité physique des dispositifs, mais aussi les implications éthiques. Les questions de consentement éclairé, de protection des données personnelles et de potentielle dépendance technologique sont au cœur des préoccupations. Mais là encore, sur cette question, et à la fois de l'open source et à la fois de la réversibilité, je pense qu'il y a quelque chose essentiellement à travailler là-dessus, et notamment de ne pas être dépendant d'une entreprise. Par exemple, je me suis fait implanter quelque chose dans le cerveau qui me permet de vivre, tout simplement. Et après, je suis coincé parce qu'il n'y a pas d'adaptation possible à d'autres, d'autres logiciels, d'autres traitements de données, etc. Je suis obligé d'être avec la même marque toute ma vie. Là, ça peut être un problème. Mais globalement, peut-être qu'on a vu ces dernières années, mais il y a peut-être moins un risque, effectivement, d'emprise totalitaire hyper dystopique que d'un soft power sur effectivement les données, les influences et tout ça. Le défi de la régulation des nanotechnologies et des interfaces cerveau-machine inclut la rapidité des innovations technologiques et la nécessité de cadres flexibles et adaptatifs. Les législateurs doivent collaborer étroitement avec les scientifiques, les éthiciens et le public pour développer des régulations équilibrées. Ces avancées technologiques nous rapprochent d'un futur où les limites entre l'homme et la machine commencent à devenir floues, offrant des possibilités immenses tout en posant de nouveaux défis éthiques et sociaux. Renforcer et repenser le pouvoir des institutions contre les grandes entreprises est crucial pour éviter les dérives pouvant atteindre les droits de l'homme et de la liberté individuelle. Et je pense effectivement qu'avec ce genre de technologie qu'on voit apparaître, ça va être la même chose. Il va falloir réguler très fortement et de façon plus générale renforcer le pouvoir des institutions, le pouvoir qu'ont les institutions sur notamment ces grandes entreprises technologiques qui aujourd'hui ont un pouvoir probablement démesuré et qui peut parfois être antidémocratique. En tout cas, personnellement, j'envisage le transhumanisme qu'à travers une modification relativement profonde de la politique, et je pense effectivement qu'un transhumanisme dans notre monde ou dans un monde pire que le nôtre, d'un point de vue politique, pourrait effectivement aboutir à des risques extrêmement conséquents pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est exactement le même problème qui se pose avec l'intelligence artificielle selon moi. Il est essentiel de trouver un équilibre entre sécurité et liberté individuelle, avec un encadrement sur les appareils implémentés dans le cerveau, leur réversibilité et l'utilisation des données récoltées. Depuis 2 à 3 ans, les premières législations ont commencé à apparaître, comme au Chili, qui est le premier pays à proposer des lois définissant les neurodroits. Des institutions internationales comme l'OCDE et l'ONU réfléchissent également à la manière de rédiger des neurodroits, tandis que selon cet article de RTBF Actu, l'État du Colorado aux États-Unis a signé un projet de loi pour protéger les informations contenues dans le cerveau. La mise en place de régulations appropriées permettra d'exploiter le potentiel de ces technologies tout en minimisant les risques. Les régulateurs doivent anticiper les évolutions technologiques et préparer des réponses législatives adaptées. Ainsi, nous pourrons avancer vers un avenir où les technologies neurologiques amélioreront la qualité de vie tout en respectant les droits et les libertés de chacun. La question toujours va être de savoir est-ce qu'on va réfléchir à tout ça dans un contexte a priori conservateur au sens neutre du terme, si vous voulez. C'est-à-dire que est-ce que la base de départ, c'est on veut contrôler, on veut conserver ce qu'on a, et on se méfie, on réfléchit plutôt en ayant peur a priori de ce qui vient, ou bien est-ce qu'on envisage également les aspects positifs, est-ce qu'on veut rester
ouvert? Est-ce qu'on aborde ces questions avec une posture d'ouverture? Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait en jeu et qui est loin d'être gagné. C'est-à-dire, ni exactement dans un sens ni dans l'autre. Je pense que vous l'aurez compris, les interfaces cerveau-machine représentent une avancée fascinante dans notre compréhension du cerveau et nos capacités à interagir avec celui-ci. Embarquant avec elle un lot de challenges importants, technologies coûteuses risquant d'exacerber les inégalités sociales, tandis que l'utilisation de cobayes humains vulnérables soulève des enjeux éthiques majeurs, et toutes les autres problématiques que l'on a déjà citées. Mais s'il y a une chose que les avancées de ces dernières décennies peuvent prouver, c'est que ces challenges valent le coup d'être affrontés pour tenter d'atteindre les avantages promis. Les institutions gouvernementales, scientifiques et éthiques doivent collaborer étroitement pour définir des cadres légaux adaptés, protégeant à la fois le progrès technologique et les droits fondamentaux des individus. Seule une telle approche permettra de saisir le plein potentiel de cette technologie. Il s'agit là d'un défi crucial à relever pour façonner une société plus juste et épanouie, où l'humain dépassera peut-être, un jour, sa propre condition. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et les ICM ne sont qu'une partie de ce que représente le transhumanisme. Évidemment, rien n'est plus incertain que le futur, mais pour ne pas rester coincé dans le passé, le futur se façonne dans le présent.